Aujourd'hui, on va parler du livre Acheter, c'est voter par Laure Waridel. Donc, c'est une traduction, en fait, me semble bien. Et c'est un livre donc, paru chez Éco-Société en partenariat avec Équiterre. Ça fait 142 pages. Ça se présente comme ça, donc il n'y a pas de double colonne. On a assez peu d'images. Les images sont en noir et blanc. Donc, acheter, c'est voter. En fait, c'est sur le cas du café, sur le commerce équitable. Un peu, ça dresse un peu l'historique au départ, puisque ben, elle a contribué à le mettre en place, du moins au niveau du Canada, du Québec. Ça va retracer aussi, dans le fond, le contexte dans lequel les gens produisent le café. Puis, ben, on se rend compte, ben, évidemment, on s'en doute un peu. C'est pas des conditions extrêmement favorables. C'est vraiment des conditions assez merdiques. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est, dans le fond, la publication date de 2005. C'est un livre qu'on retrouve quand même assez facilement en usagé, je pense. Moi, en tout cas, je l'ai eu. Je sais pas si on va bien voir, mais je l'ai eu pour 1$. Donc, ça vaut à peine, en maudit, de le lire dans ce temps-là. Moi, je bois pas de café. Le café, ça m'intéresse pas. J'en ai déjà bu, tu sais, j'ai déjà goûté à ça, là, comme n'importe qui, mais je sais pas, c'est pas une boisson qui. Je trouve que ça sert à rien, là, personnellement. Je sais qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui en boivent. Moi, je m'en fous, là, faites ce que vous voulez. Euh, le problème aussi avec le café, là, dans le fond, c'est que on l'a étudié en euros lorsque j'étais en psychologie. Ben, mettons, ça, c'est ta courbe de fatigue. Elle va descendre comme ça, tranquillement, tout au fil de la journée. Ben, le café, comme toutes les autres drogues, ben, elle te fait un pic, mais après, elle va te redescendre plus bas que tu aurais été normalement dans ta courbe. Fait que, bref, c'est pas. Quand on prend un café pour se réveiller, oui, ça marche. Ça va te donner un pic, mais après, ça va te redescendre à un niveau plus bas de ta fatigue que tu aurais été normalement si tu n'avais rien bu. Bref, c'est comme plein d'autres drogues dans le fond. Ça te redescend tout le temps plus bas que ce que tu étais avant, puis ce que tu aurais été normalement si tu n'avais rien pris. Je vais juste, on va regarder un petit peu la table des matières. Donc, l'introduction, donc au-delà du café, la crise du café. El Norte, dans le fond, ben, les plus grands consommateurs de café, ben, c'est l'Occident. Les impacts écologiques de la crise du café, remédier à la crise, le contexte mondial, donc croire ou ne pas être, l'appauvrissement écologique, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de monocultures de café qui se font, la souveraineté et la croissance économique, donc on va mettre en lien avec toutes les. Il y a eu des gros prêts qui ont été accordés par le FMI pour faire des grandes plantations de café. Bref, pour des pays, la production de café, c'est vraiment, au niveau du PIB, c'est vraiment très important. C'est juste de l'exportation en plus, ça nourrit rien. Puis ça appauvrit les écosystèmes. Puis ben, le prix du café est géré avec la spéculation en bourse. Fait qu'au final, ben, il est arrivé des grosses crises lorsque le café est tombé très bas. Ça va en parler de toutes les problématiques que ça peut engendrer. Le colonialisme mental, les États des grandes entreprises. Donc, parce qu'évidemment, ben, je pense qu'il y avait comme 3 entreprises qui achetaient 80% de la production de café. La propriété intellectuelle, quand prime le droit au profit des compagnies. Le deuxième chapitre, donc s'approprier la démocratie, acheter c'est voter. Moi, j'irais plus loin que acheter c'est voter. Je vais vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus. Acheter, pour moi, c'est pas voter. Acheter, c'est décider qui on veut faire vivre. Fait que c'est vraiment plus important. Puis, c'est ça. C'est pas juste voter. Voter, c'est ça une fois aux 4 ans. Tu votes pour le moins pire. Bon, des fois, on achète également pour le moins pire, mais acheter, c'est plus important que ça. Surtout dans un contexte où on peut acheter local. Acheter, c'est vraiment décider qui tu fais vivre. Quand l'éthique entre dans l'équation, les dessous de la machine à café, donc l'histoire du café,
le café au Mexique, la culture du café, les coûts environnementaux qui sont liés à la production de café, la route conventionnelle du café, donc entre les commerçants locaux, ça c'est drôle, les Mexicains les appellent les coyotes, parce qu'au fond, c'est juste des estis de rats qui essaient d'acheter le moins cher possible, puis qui vont revendre à un plus gros. Il y a tellement d'intermédiaires que ça fait en sorte que le producteur est payé des peanuts, des peanuts de café. Les courtiers en bourse, les importateurs, torréfacteurs, détaillants, consommateurs, le café. Une autre histoire, donc l'histoire de l'UCIRI. Donc, ça, c'est une organisation catholique, parce que c'est très fort le catholicisme au Mexique, parce que c'est surtout sur le Mexique. On va toucher un peu au Vietnam, la Colombie aussi, il me semble. Mais elle est allée au Mexique, elle est allée directement sur les plantations de café, des plantations qui étaient plus, on va dire, conventionnelles, avec pas vraiment de droit, et des plantations qui sont plus écologiques, avec un couvert forestier. Donc le café, ça peut pousser à l'ombre. Puis aussi, bien évidemment, avec une partie équitable, donc plus de ressources financières pour ceux qui le produisent, avec aussi beaucoup d'autosuffisance, puisque dans le fond, ce qu'ils font les paysans là-bas pour la production de café équitable, c'est qu'ils vont se soucier de leur autosuffisance, donc produire beaucoup de fèves, des fèves noires. Ils vont faire leur nourriture. Et pour, ben, évidemment, faire de l'argent pour acheter d'autres choses, ben, ça va être la production de café. Donc, l'histoire de cette organisation-là, donc c'est une démocratie participative. Euh, Ensuite de ça, ben, les projets de cette organisation-là, les jeunes, on va avoir dans le fond quelques pages sur ce que des jeunes Mexicains ont à nous dire, à nous, les Occidentaux. Euh, le pouvoir des consommateurs, donc les origines du commerce équitable, l'expérience qui fait boule de neige, il y a eu beaucoup. Puis là, ben, c'est de plus en plus abordable, mais c'est de plus en plus aussi connu. Le commerce équitable, il y a moins d'intermédiaires, ce qui fait que je veux dire, les gens le payent moins cher, puis aussi, ben, ils font plus d'argent à ceux qui sont là-bas. Le processus de certification, les types de certification aussi, parce qu'il y a d'autres certifications qui sont plus, par exemple, écologiques, puis elle va nous dire, dans le fond, ceux qui n'ont pas vraiment de valeur, puis ceux qui sont reconnus, qui sont chapeautés, ou qui a des inspections par rapport à ça. Les défenseurs du commerce équitable, choisir le meilleur café, sensibiliser les consommateurs, et la conclusion. Donc, pourquoi elle a décidé de faire sur le café? Parce que, ben, pourquoi le café, elle va le dire elle-même, dans le fond, c'est parce que c'est presque exclusivement consommé dans les pays du Nord, mais c'est cultivé dans les pays du Sud. Et son parcours, ben, de l'arbuste à la tasse, symbolise le partage inéquitable des richesses engendrées par le commerce Nord-Sud. C'est sûr qu'au Sud, ils sont tout le temps perdants. Ça, c'est clair. Mais ce l'est encore pire, semblerait-il, dans le café. Donc, ce que je parlais tantôt, c'est au cours des années 90, c'est la Banque mondiale, en fait, c'était pas le FMI. Il a encouragé le Vietnam à augmenter vraiment sa production de café pour qu'il obtienne des devises nécessaires pour rembourser la dette que le Vietnam avait contractée envers la Banque mondiale. Et donc, de 93 en 2003, en 10 ans, le pays a quintuplé sa production au point de devenir au troisième rang parmi les producteurs de café. Puis, ben, ça a provoqué une chute dramatique des prix affectant les producteurs sur tous les continents et évidemment le Vietnam. Donc, ben, l'offre et la demande, hein, si quelqu'un arrive et il produit, il devient le troisième producteur mondial, c'est sûr qu'après le café, il n'est plus le même prix. Donc, faut vraiment, les gros organismes comme la Banque mondiale, le FMI, c'est de la merde dans le fond. Ils savent pas ce qu'ils font. Ou ils savent très bien. Je sais pas. Un autre problème aussi, c'est que on va exporter beaucoup de nos produits du nord vers le sud euh, moins cher que ce que eux arrivent à produire. Donc, ça fait en sorte que
ben, pour le cas du café, ils sont obligés de se tourner vers une production de café parce que s'ils se mettent à produire, par exemple, des tomates au Mexique, des tomates en champ à l'extérieur, ben, ils n'arrivent pas à être compétitifs avec d'autres tomates qui viennent de grosses entreprises. Puis, ben, ça fait en sorte que ben, ils vont vers le café au lieu de produire, dans le fond, des produits de première nécessité qui pourraient nourrir leur population, tout simplement parce qu'on fait ce qu'ils appellent du dumping. Donc, on envoie des produits qui sont moins chers. Pourquoi ils sont moins chers? Ben, c'est parce qu'on ne paye pas le véritable coût. Donc, la Banque mondiale estime à 300 milliards la somme accordée en subvention aux agriculteurs par les gouvernements du Nord. Et ça, c'est quelque chose que j'avais aussi déjà vu, je pense que c'est au Sénégal, avec les tomates, justement. Euh, ils faisaient venir des tomates d'ailleurs, même s'ils pouvaient en faire pousser eux-mêmes parce que ça coûtait moins cher. Et au final, ben, ça coupe l'herbe sous le pied à tous les agriculteurs de proximité qui pourraient faire des légumes ou de la viande euh, locale. Donc, on nous dresse un portrait de la mondialisation de tous les aspects avec évidemment l'ALENA qui a un peu changé ces derniers temps avec Donald Trump, mais bref, c'est tout le temps la même affaire. Les pays du Sud sont perdants là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'esclavage encore dans les productions de café. Donc, en août 2003, des inspecteurs ont libéré 850 esclaves dans une plantation de café au Brésil. Selon les estimations nationales, entre 30 000 et 40 000 personnes vivraient dans dans ces conditions-là au Brésil seulement. Dans le fond, la crosse qu'ils font, c'est qu'ils disent ah, viens travailler dans ma plantation de café. Puis là, ben, au final, tu travailles, mais tout ce que tu fais, c'est de travailler pour payer ton logement. Ça doit être un 5 étoiles, évidemment, et ta nourriture qu'eux fournissent. Au fond, c'est vraiment juste de l'esclavage. Et ben, les gens restent là parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres choix, d'autres possibilités. Ils vont faire des enfants, puis les enfants aussi restent là, puis en plus, ben, eux sont nés là-dedans, fait que quoi de mieux, ils sont encore plus conditionnés à rester là. Donc ça, c'est l'histoire du café avec au Brésil, ça brasse pareil, hein. C'est pas une super place. C'est une place assez corrompue. En termes de chiffres, donc on est en 2005, là, mais en termes de chiffres, c'est 11 millions d'hectares qui sont dédiés à la production de café. C'est assez impressionnant. Maintenant, si on va à la page 112, on va avoir les critères de certification du café équitable. Donc, c'est un commerce direct. Dans le fond, ça va être les valeurs qui vont être écrites ici. Commerce direct, le café est acheté directement de coopératives, de petits producteurs. Cela permet d'éviter la spéculation boursière et réduit le nombre d'intermédiaires. Un juste prix, le prix payé à la coopérative pour le kilo de café Arabica, il va y avoir la description des différents types de qualité de café aussi dans le livre, et de 1,26 $. Donc ça, c'est pour la livre, environ 4,40 canadiens le kilo. Donc je rappelle, évidemment, on est en 2005. Une prime de 0,15 cents la livre, donc environ 50 sous canadiens. Le kilo est versé si le café est en plus certifié biologique. Un engagement à long terme, donc les partenaires vont signer une lettre d'intention s'assurant à l'acheteur un approvisionnement stable et des revenus garantis aux organisations de producteurs. Un accès au crédit, donc sur demande, les coopératives ont accès à un paiement anticipé ou à un prêt avec un taux d'intérêt raisonnable de la part des acheteurs du Nord. Donc, dans le fond, accéder à du crédit plus facilement parce que ça va être décrit aussi, c'est les coyotes, comme on les appelait, qu'eux font des prêts. Des prêts, évidemment, avec des taux très élevés pour assurer la dépendance de ceux-ci.
La protection de l'environnement et le développement communautaire. Donc, les membres des coopératives certifiées équitables pratiquent une agriculture à petite échelle et respectueuse de l'environnement, bien qu'elles ne soient pas toutes certifiées biologiques. La plupart n'utilisent pas de pesticides ni d'engrais chimiques. Elles mettent sur pied également leur propre projet de développement communautaire. Donc, les écoles, les églises, bref, toute la structure qui fait en sorte que le village perdure et qu'il y a des services disponibles. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes au niveau d'avoir des médecins sur place, des infirmiers, des professeurs. C'est problématique si tu n'as pas ça dans ton village. Alors, elle ne va pas nécessairement encenser non plus le commerce, pas le commerce équitable, mais le café équitable parce qu'elle dit également que c'est sous-payé et à ce moment-là aussi, il y avait des fois assez peu de demandes, ce qui faisait en sorte que les gens qui produisaient le café équitable ben, finissaient par le vendre au même prix que le conventionnel et au même prix que les autres, puis ben, finalement, il était un peu perdant. Mais on sent que ça a quand même changé depuis 2005. Le café équitable est rendu vraiment sur des grandes échelles. Il y a beaucoup de bannières maintenant qui offrent le café équitable. Donc, d'après moi, à ce niveau-là, ça a quand même drastiquement changé. Au niveau de la conclusion, j'avais envie de partager un paragraphe de la conclusion. Je trouvais que c'était une belle analogie. Donc, elle va comparer, il m'arrive de comparer l'état actuel de notre planète à celui d'une ville du Moyen Âge. À cette époque, les gens jetaient leurs déchets et leurs eaux usées par les fenêtres, ne réalisaient pas que ce faisant, ils propageaient de terribles maladies infectieuses qui les empoisonnaient. Ce comportement était considéré comme normal parce que tout le monde le faisait. Les nobles avaient beau s'isoler du peuple, certains virus et certaines bactéries finissaient par les rattraper. Un jour, les liens de cause à effet furent établis. Les premiers à en parler furent considérés comme des hurluberlus. Les changements ne sont donc pas réalisés du jour au lendemain. Il a fallu du temps, de la sensibilisation et aussi des lois qui ont forcé une planification urbaine différente. Les comportements ont dû être changés pour le bien de tous. C'est aussi un peu ce qui se passe avec notre planète, puis je trouvais ça intéressant. C'est que beaucoup de gens, on vit dans le déni. Je m'inclus également là-dedans pour plein d'aspects. Puis, ben, on va voir les répercussions plus tard. Bref, si vous êtes intéressé au cas du café, puis à la mondialisation, au commerce entre le nord et le sud, ou plutôt entre le sud et le nord, ben, je trouve que c'était vraiment un excellent livre. Ça se lit très bien. Puis c'est 140 pages, ça se lit comme un charme. Bonne lecture.